J'ai toujours énormément de questions sur mon compte Instagram, notamment comment augmenter l'engagement, comment avoir plus de vues, comment gagner des abonnés, toutes sortes de questions qui font que j'avais envie, cette fois-ci sur YouTube, de faire une grosse FAQ. Donc vous avez été plusieurs dizaines à me poser des questions sur Instagram, j'avais mis une petite boîte à questions. Et du coup, j'ai sélectionné les meilleures, les plus intéressantes et aussi les plus croustillantes pour y répondre aujourd'hui. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like si tu aimes ce genre de vidéo pour me le faire savoir. Et c'est parti, on va y aller tout de suite parce que j'ai sélectionné 8 questions, donc ça va quand même prendre un peu de temps, alors on y va tout de suite. La première question que j'ai reçue nous vient du compte Face Réseau. Je ne sais pas si je le dis juste, désolée pour la prononciation. Comment augmenter l'engagement? Alors, c'est une question très vague, c'est une bonne question et c'est une des questions qui m'a été le plus posée. Déjà, pour remettre un peu de contexte, peut-être reformulons un petit peu qu'est-ce que c'est l'engagement sur Instagram. L'engagement, ça va être tous les moments où les personnes qui te suivent ou qui te découvrent vont interagir avec ton compte, ta publication, ton Reels, ta story, etc., etc. Donc ça veut dire les likes, les commentaires, les enregistrements, les partages, les réponses, les envois de messages, bref, tout ce qui constitue une connexion avec toi. Donc comment augmenter cet engagement sur tes posts? Il va falloir faire des posts qui donnent envie d'interagir. Pour ça, il faut essayer de susciter des émotions. Moi, en général, c'est ce que j'aime bien faire. J'essaie de susciter des émotions. Donc c'est soit quelque chose où la personne va vouloir liker parce que elle se dit « oui, c'est très juste, moi aussi je pense comme ça ». Ou alors elle va vouloir commenter parce que potentiellement elle a envie de te raconter quelque chose qui lui est arrivé, de te raconter une histoire similaire. Voilà, ça a fait écho à son histoire personnelle. Ou alors quelque chose où la personne se dit « ah mais carrément c'est trop drôle, ça m'arrive tout le temps, il faut que je le partage ». Ça c'est les trois principaux et ensuite tu as encore l'enregistrement où là finalement ça va être est-ce que ce que tu donnes à ton audience est assez intéressante pour qu'ils aient envie de dire « ça il faut que je le sauvegarde pour plus tard, ça va m'être utile ». Donc en soi, tu vois que chacun des types d'engagement est vraiment relié à une émotion derrière. Donc si ton compte est un peu plat et qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel les gens peuvent se rattacher, bah, au final, ton engagement il va baisser, dégringoler ou être carrément au niveau zéro parce que il n'y a rien qui fait interagir les gens. Donc c'est pas forcément qu'une question d'appel à l'action. On dit souvent que pour créer de l'engagement, il faut mettre un appel à l'action à la fin de ses posts. Alors oui, je vais pas te le cacher, ça va aider la personne à savoir qu'est-ce qu'elle peut faire de ce post. Mais c'est pas la seule façon. Vraiment, moi, la façon la plus efficace, c'est de susciter une émotion et que la personne se dise soit « ah ouais, j'adore, c'est trop vrai » pour un like, soit je veux ajouter quelque chose, il faut que je partage mon expérience pour un commentaire. C'est trop vrai, il faut que tous mes potes voient ça pour un partage. Ou alors, c'est super intéressant, je vais sûrement en avoir besoin plus tard et j'enregistre. Donc ça serait mes conseils principaux pour gagner un peu d'engagement sur Instagram. La deuxième question que j'ai reçue nous vient du compte Journal de Nono et qui me demande comment faire de jolis montages vidéo. Alors ça, si on n'a pas les connaissances techniques, ça peut nous paraître une montagne à faire. Alors qu'en réalité, ça peut être très simplifié par tous les outils qui sont à disposition maintenant, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Instagram, maintenant, quand vous déroulez les Reels, il y a certains Reels qui ont un petit onglet utilisé comme modèle. Donc en utilisant un Reels comme modèle, tu vas pouvoir récupérer entre guillemets le montage qui a été fait. Donc ça veut dire que si la personne le laisse utiliser comme modèle et que c'était un Reels avec un timing particulier, parce que la musique elle fait, vous savez, elle a un timing particulier, genre ta, et là il faut que les choses changent. Ça vous permettra d'utiliser le timing déjà prédéfini par la personne et simplement d'ajouter vos clips vidéo par-dessus. Ça peut être déjà un super bon outil à utiliser. Et ensuite, on a également CapCut, donc l'application pour monter des vidéos, qui lui propose également des templates et des modèles. Vous avez un onglet qui propose des modèles et des choses assez inspirantes à utiliser. Donc si vraiment vous partez de zéro en montage vidéo, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux outils-là. Ensuite, si vous avez déjà un petit peu d'expérience là-dedans, ce qui va tout changer, c'est les effets de zoom et de dézoom. Les effets de texte comme les sous-titres, il y a plein d'outils également pour faire ça, mais ne serait-ce qu'avec Instagram déjà, vous pouvez gérer facilement ce genre de choses. Mais je dirais surtout que le conseil principal, c'est de ne pas s'embêter à vouloir faire des choses trop bien travaillées, d'y passer des heures, et qu'au final, ça fera peut-être, allez, 30 vues, et que vous serez un peu déçu. Donc vraiment, utilisez un maximum les modèles qui sont proposés, soit par Instagram, soit par CapCut, et comme ça, vous vous facilitez la vie vraiment au maximum. La troisième question que j'ai reçue me vient de Stéphanie Junk. Si jamais je regarde de côté, c'est parce que j'ai des questions à côté. Et qui me demande quand va encore changer l'algorithme. Je n'en peux plus. Alors, petite information, je ne sais pas si vous saviez, mais l'algorithme Instagram change à peu près
tous les jours. Donc si vous attendez que l'algorithme change pour le comprendre, pour le mettre en place, vous pouvez faire ça absolument tous les jours. Ou en tout cas très régulièrement parce que l'algorithme ne change pas une fois par mois, une fois par année. Non, ça change quasiment tous les jours. Et s'il vous plaît, arrêtez avec cette excuse de l'algorithme, gna gna gna, il m'aime pas, il me met pas en avant. Ce matin, en me préparant, j'ai écouté l'un des derniers épisodes, je sais pas si c'était le dernier, mais l'un des derniers épisodes de ma copine Valentine sur son podcast Faire le web, qui est vraiment d'accord aussi avec ça, qui dit que vraiment, ce n'est pas l'algorithme qui est à blâmer. Si quelque chose ne fonctionne pas, si vous avez l'impression que plus personne voit vos publications, que les gens s'y intéressent pas, essayez peut-être de vous remettre en question et de se dire est-ce que vraiment mon contenu plaît à mon audience? Et surtout, ce qui est hyper important, si vraiment vous voulez prendre la vague et surfer sur la vague sur Instagram, c'est de suivre les tendances. Les tendances, c'est 1 million de fois plus important que de s'intéresser à l'algorithme finalement. Parce que si vous allez analyser un petit peu ce qui fonctionne chez vos concurrents, chez les personnes qui font un petit peu le même genre de choses que vous, dans la mécanique, je dis, pas forcément reprendre exactement les mêmes choses, mais dans la mécanique, vous allez forcément avoir des choses qui ont plus d'impact, qui vont toucher plus de personnes, et forcément, si vous augmentez votre engagement, Instagram vous mettra en avant. Mais en soi, l'algorithme de ce côté-là, il change absolument jamais. Plus vous avez d'engagement, plus Instagram vous mettra en avant. Et donc, il faut créer pour ça du contenu pertinent. On en revient un petit peu à la toute première question, mais c'est ça. Donc des fois, blâmer l'algorithme, je suis un peu genre, non, c'est pas forcément la cause, c'est pas à cause de l'algorithme, vraiment, c'est essayer de remettre un petit peu en question votre contenu. Est-ce que vous le faites évoluer? Est-ce que vous suivez les tendances? Ou est-ce que vous postez simplement les choses qui vous font envie au jour le jour? Donc pour une fois, est-ce qu'on peut arrêter avec l'algorithme? Parce qu'il change tous les jours, donc si vraiment vous voulez vous baser que sur ça, eh ben vous êtes mort, c'est fini. Et on en vient du coup à la prochaine question qui est pas mal reliée du coup, c'est comment savoir si les contenus que je propose correspondent à mon audience? C'est une question qui nous vient de Christelle, donc de Happy Liberties. Merci Christelle pour ta question. Et comment savoir si ça plaît? C'est tout simplement que tu auras plus d'engagement si c'est vraiment un contenu qui plaît à ton audience plutôt qu'un contenu qui plaît pas. Donc ça veut dire que tu vas avoir des commentaires, des likes, des enregistrements, des partages, etc., etc. Je dirais que le nombre de vues, par exemple sur un Reels, va pas forcément être relatif à est-ce que ça plaît ou pas. Parce qu'au final, peut-être que tu as suivi une tendance qui a été mise en avant potentiellement ou que tu as un Reels qui a bien fonctionné. Mais s'il a très peu de likes et de commentaires par rapport au nombre de vues, c'est que peut-être il n'a pas forcément été très impactant pour ta cible. Tu as juste chopé pas mal d'abonnés et après ils vont rester là à stagner ou alors ils vont s'en aller très vite. Donc vraiment, comment savoir si le contenu plaît à son audience? C'est en mesurant l'engagement, et c'est-à-dire le nombre de likes, de commentaires, de partages et d'enregistrements. C'est vraiment les 4 métriques que vous devez vouloir augmenter à tout prix plutôt que d'augmenter votre nombre d'abonnés et vos vues sur vos Reels. C'est ces 4 métriques-là qu'il faut vraiment vouloir augmenter à tout prix. La 5e question nous vient de Audrey du compte Okern Massage. Merci Audrey pour ta question. Elle nous demande comment avoir des followers pertinents quand on ne vend pas online. Alors ça, c'est une très bonne question parce que je sais que j'ai énormément de prestataires de services ou de formateurs en ligne, ce genre de choses sur mon compte, mais j'ai également des personnes qui vendent des services physiques, comme là, en l'occurrence Audrey, qui fait des massages, qui a des salons de massage, et du coup, elle va essayer de toucher une cible locale. Alors pour toucher une cible locale sur Instagram, je dirais que c'est pas forcément l'endroit à prioriser. Je prioriserais peut-être plutôt le réseautage, aller faire des événements de réseautage autour de chez moi, le bouche à oreille. Mais si vraiment on veut développer une communauté sur Instagram, déjà utilisez tous les outils à disposition pour la géolocalisation. Dans les stories, dans les posts, vraiment tous les endroits où on peut mettre notre localisation, on le fait, dans notre profil également, par exemple. Au niveau des hashtags également, on utilise des hashtags de lieu. Si on est en Suisse comme moi, et comme Audrey d'ailleurs, on utilise les hashtags de ville, de canton, on utilise les départements. Si on est en France, on utilise vraiment ce genre de choses-là pour essayer un maximum d'être référencé sur la région dans laquelle on est. Également, moi, ce que je ferais si je devais développer un compte Instagram d'une boutique physique ou d'un endroit physique, c'est que je ferais des collaborations avec d'autres acteurs de la même région. Potentiellement plutôt des acteurs qui font des choses complémentaires. Par exemple, Audrey qui a un salon de massage, je ferais peut-être des collaborations avec des centres d'esthétique qui font, eux, pas de massage, mais des choses relatives. Voilà, des choses un petit peu comme ça, que ce soit des collaborations sur Instagram, dans les posts, en live, ce genre de choses. Et potentiellement aussi, je testerai de travailler avec des micro-influenceurs parce qu'on sait qu'au niveau local, les micro-influenceurs,
C'est vraiment hyper pertinent. En Suisse notamment, on en a quelques-uns qui sont hyper sympas et qui font justement du contenu en allant dans les centres de massage, en allant dans les boutiques, en allant dans ce genre de choses et qui ensuite partagent à leur communauté. Ça permet également de faire connaître à un plus grand nombre. Quelle est la différence entre un micro-influenceur et un influenceur? C'est tout simplement un micro-influenceur, ça va être quelque chose de beaucoup plus local à taille humaine qui aussi demande des prix plus raisonnables que des gros influenceurs parce qu'ils n'ont pas forcément une communauté de centaines de milliers d'abonnés, mais quelques dizaines de milliers d'abonnés. C'est déjà hyper pertinent. Quelqu'un qui a 10 000, 20 000 abonnés, mais qui est vraiment spécialisé dans votre région, aura 100 fois plus d'impact que quelqu'un qui a 200 000 abonnés, mais qui peut-être n'est pas dans votre région, ou qui est trop grand et qui n'a pas forcément un engagement hyper pertinent. Donc voilà un petit peu les choses que je ferais si je devais développer un compte Instagram qui vend quelque chose en physique. 6e question, elle nous vient de Morgane. Morgane, merci pour ta question. Est-ce qu'il faut choisir des hashtags très utilisés ou pas trop pour être vu? Pour répondre à ces questions, je vais la répondre maintenant, mais je vais aussi renvoyer à la vidéo que j'ai faite pour vous expliquer mes stratégies pour les 50 000 abonnés en 2024. Parce que j'ai expliqué pas mal de choses par rapport aux hashtags dans cette vidéo-là, mais je vais redire en gros les grosses lignes juste ici. Sur Instagram, maintenant, on peut le voir quand on va dans l'onglet Recherche, il n'y a plus l'onglet hashtag. On appelle ça maintenant l'onglet tag. Et en fait, les hashtags qu'on utilise sur Instagram vont fonctionner maintenant un petit peu comme des mots-clés. Donc en soi, moi je regarde plus trop la taille des hashtags que j'utilise, mais je regarde plutôt la pertinence des mots-clés. Ça veut dire que à partir du moment où votre audience vient sur Instagram et potentiellement l'utilise comme moteur de recherche, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui font ça, quels sont les mots-clés que ces personnes-là vont taper pour potentiellement accéder à du contenu dans le style du vôtre. Par exemple, moi je sais que j'utilise beaucoup le hashtag astuce Instagram, astuce Canva, tutoriel d'Instagram, tutoriel Canva, parce que je sais que c'est des mots-clés potentiellement, si des gens ont besoin de trouver ce genre de contenu, vont taper ça sur Instagram ou sur Google pour essayer de trouver des choses pertinentes pour eux. Donc on s'en fiche, je dirais presque, on s'en fiche un petit peu maintenant de la taille du hashtag, mais c'est plutôt vraiment la pertinence. Et j'ai vu passer récemment aussi qu'Instagram tentait sur quelques comptes de limiter le nombre de hashtags qu'on peut mettre à 5 hashtags seulement. Donc bientôt, on n'aura plus à se poser la question de est-ce que j'en mets 5, est-ce que j'en mets 10, est-ce que j'en mets 30. Si c'est pertinent selon les tests qu'ils font, on va pouvoir uniquement mettre 5 hashtags dans le futur. Donc c'est une info pas trop officielle encore pour l'instant, mais c'est potentiellement quelque chose qui est en test en tout cas chez eux et donc qui pourrait potentiellement un jour arriver. Essayez de vraiment vous concentrer sur les 5 hashtags les plus pertinents pour vous. Typiquement, moi, ça serait astuce Insta, astuce Canva, tutoriel Instagram, tutoriel Canva et peut-être marketing digital, par exemple. Et ensuite, les autres, c'est du bonus, c'est des choses, voilà, comme on a dit tout à l'heure, des hashtags de lieu, si vous êtes en local, etc., etc. Pour illustrer ça, d'ailleurs, on peut voir que si on cherche un gros hashtag sur Instagram, il n'y a pas forcément que des gros comptes qui apparaissent. Parce que maintenant, justement, Instagram prend ça plus comme des mots-clés, mettra en avant peut-être des plus petits créateurs sur des mots-clés pertinents à partir du moment où il voit que votre compte est vraiment ancré sur ces hashtags. Et donc là, il y a aussi la pertinence de est-ce qu'on doit changer les hashtags à chaque fois ou est-ce qu'il faut qu'on mette toujours les mêmes? Je serais assez d'avis qu'il faut essayer de mixer les mots-clés entre les hashtags et les descriptifs de vos posts. Je sais que moi, par exemple, dans quasiment tous mes posts, il y a au moins un hashtag qui est relatif à Canva ou un mot, enfin dans la description, quelque part où c'est marqué Canva. Même sur les posts qui ne sont pas des tutos Canva ou relatifs à Canva, mais il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec Canva. Bref, je dis beaucoup trop de fois Canva devant cette vidéo. Tout ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il faut vraiment voir ces hashtags comme des mots-clés, un petit peu comme si vous référenciez en fait votre compte, et c'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir pour utiliser au maximum les hashtags en 2024. 7e et avant-dernière question qui nous vient d'Emilie du compte EM Notion. Merci à toi pour ta question. Comment être visible en story et convertir? Alors là, il y a 2 questions en un. Comment être visible en story et comment convertir en story? C'est 2 choses que j'aimerais séparer parce que c'est 2 objectifs déjà différents et c'est aussi 2 choses un petit peu différentes à faire. Comment être visible en story? Alors, je pense que vous l'aurez remarqué, quand vous entrez sur Instagram, les stories que vous avez en haut, à chaque fois, ce sont les stories que vous regardez le plus. Donc, essayons de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on va regarder des stories et que d'autres, on ne va pas les regarder? Si je prends pour ma part, moi, les stories que j'aime bien regarder, c'est les stories qui sont visuellement jolies. Déjà, ça, c'est bien, parce que des photos dans le noir avec un texte en noir, on n'arrive pas à lire. Non, merci. Donc, les stories qui sont visuellement jolies.
On a également les stories qui nous apportent quelque chose, donc soit qui apportent un teasing, une annonce, des astuces, un petit tuto, enfin ce genre de choses-là, moi c'est aussi les stories que j'adore. Et ensuite bien sûr il y a aussi les stories des copines business, des personnes que moi j'aime bien suivre, des inspirations, etc. etc. Mais en gros c'est surtout ça, moi mes deux critères, c'est est-ce que cette story m'apporte quelque chose et est-ce qu'elle est sympa à regarder visuellement. J'ai aussi de la peine avec les longues stories d'une minute où la personne parle, à part si c'est vraiment une annonce importante ou que dès le début, je sais de quoi ça va parler. Donc, évitons les stories du type « Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai bu un café. » Non, ça, c'est stop. On peut le faire, mais potentiellement, il faut commencer avec la finalité de la story. Par exemple, si vous voulez, dans votre story, parler du fait que vous travaillez sur votre nouvelle offre, commencez la story en disant « Je suis à fond ce matin, je travaille sur ma nouvelle offre. D'ailleurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. » Vous voyez, tournez un petit peu ça comme ça. Mais c'est un petit peu comme dans les Reels maintenant. Il faut réussir à accrocher la personne dans les quelques premières secondes. Et du coup, votre story doit également avoir une accroche entre guillemets. Donc ça serait pour avoir des vues. Maintenant, pour convertir en story, il n'y a pas de miracle, il faut parler de ses offres. Pour parler de ses offres, il y a plusieurs moyens. On peut montrer un petit peu quand on travaille dessus. On peut faire les coulisses, on peut faire les témoignages clients, on peut faire des offres, on peut vraiment faire plein de choses. Mais si vous ne partagez pas les offres que vous avez avec des liens directs pour y accéder ou des automatisations ManyChat si vous utilisez ça, vous n'allez pas convertir. Parce que finalement, les stories, ça va être l'endroit où vos abonnés les plus fidèles vont venir vous voir tous les jours. Si ces personnes-là ne voient pas plusieurs fois l'information, vous voyez, on parle de répétition, hein. La répétition, c'est pas grave. Mettez juste pas la même story de la même photo, genre coaching individuel, réserve ta place dès maintenant, toujours le même visuel, tout le temps, tous les jours à la même heure, ça, ok, on va saouler les gens. Mais si chaque jour, peut-être, potentiellement un jour vous publiez un témoignage, ensuite le lendemain vous dites « Ah, j'ai mon calendrier pour mars qui commence à se remplir », et que le lendemain vous dites « C'est chouette, aujourd'hui j'ai une visio avec telle et telle, on a parlé de telle problématique, vous voyez, faites un petit peu des retours sur ce que vous faites pour réussir à attirer les gens et qu'ils aient envie de travailler avec vous finalement. Mais si vous parlez jamais de vos offres en story et que vous faites que partager votre café du matin, votre balade dans la forêt, ça ne va pas convertir. Donc ça, c'était pour la question d'Émilie. Et la dernière question, qui est probablement la meilleure, la pire, la plus compliquée à répondre, je ne sais pas comment la qualifier. Elle nous vient encore une fois du compte Journal de Nono. J'ai voulu quand même mettre une deuxième question de cette personne parce que cette question est très pertinente. C'est comment avoir 10 000 abonnés. Alors, comment vous dire qu'il n'y a pas de formule magique à proprement parler, il n'y a que des ingrédients à mettre pour essayer de réussir cette formule. Et ça, c'est quelque chose que je vous explique dans ma ressource gratuite Objectif 10K. C'est un espace Notion dédié à la gestion de son compte Instagram pour espérer atteindre les 10 000 abonnés ou en tout cas augmenter le nombre d'abonnés et le nombre d'engagements sur son compte. Donc à l'intérieur, il y a vraiment tout un tableau de suivi des routines que je conseille de faire tous les jours pour augmenter sa visibilité et son engagement. Il y a également des idées, il y a des idées d'accroche, des idées de texte, il y a plein de choses qui vont vous aider à vraiment développer votre compte. Donc pour répondre à ta question, quoi de mieux que de te proposer la ressource. Donc je vous mettrai le lien en description pour aller la télécharger. C'est ma meilleure réponse à ça. Mais si je devais brièvement raconter un tout petit peu comment faire, je dirais qu'il faut avoir une bonne routine d'engagement. Donc aller tous les jours interagir avec d'autres personnes. C'est un réseau social, Instagram. Si vous-même vous n'êtes pas social, personne ne le sera avec vous. Créer du contenu très régulièrement. Donc en tout cas, soyez régulier dans les horaires. Instagram va détecter qu'il y a un rendez-vous avec vous le lundi, le mercredi, le vendredi. Si vous arrivez à poster tous les jours, c'est encore mieux, mais pas obligatoire. C'est juste que vous allez accélérer vos résultats en postant plus, ça c'est sûr. Donc la routine d'engagement, poster du contenu pertinent, être présent en story. Bref, c'est un petit peu les trois choses, mais tout est dans la ressource juste en dessous. On en a terminé avec cette FAQ, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis présente absolument tous les jours et je fais assez souvent ce genre de petites foires à questions directement sur Insta, donc si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!